Et parlons donc de politique fiscale ou budgétaire lors de relance, programme de relance. Donc, il s'agit en gros d'effets de multiplicateurs, donc des finances publiques, donc, ou des programmes de relance, je devrais dire. Donc, il s'agit soit d'une hausse de G, donc hausse de 100 milliards de dollars ou hausse de 1000 milliards, peu importe. Là. Donc, un certain programme qui est mis en place par des hausses de dépenses gouvernementales, de toutes sortes. OK? Donc là, c'est sûr que les détails de ça sont compliqués. Okay? Donc là, ça prend... Moi, je vais le présenter très simplement, là, juste comme une hausse de dépenses, ça a l'air un peu magique, là. Mais il y a des détails importants au niveau microéconomique de comment c'est fait, mais on va sauter ces étapes-là. Okay? Donc, on va juste supposer là, une grosse hausse de dépenses gouvernementales d'un certain chiffre, ou bien une baisse de taxes d'un certain chiffre, donc ça peut être le même chiffre, donc soit une hausse de 100 milliards ou une baisse de 100 milliards de taxes, ou bien les deux, n'est-ce pas, un peu des deux. D'ailleurs, c'est souvent le cas que c'est un peu des deux, un mélange des deux. Et on va regarder un peu les effets. Donc, c'est sûr qu'au niveau philosophique et même microéconomique, au niveau de l'efficience, les deux ne sont pas la même chose. Mais là, on va juste simplifier là, pour garder ça simple. Là, et on va utiliser une hausse de G, okay? Une hausse de dépenses gouvernementales. Okay? Donc, pour évaluer là, quel sera l'impact d'une hausse de dépenses gouvernementales sur le PIB, ou je devrais dire plutôt sur la demande agrégée, on va se focusser là-dessus. Bien, prenons plus 100. Okay? Donc, on augmente de plus 100, donc hausse de G, de plus 100. Okay? Alors, ce qui va arriver, c'est que on a notre demande agrégée. Là. Demande agrégée égale C plus I plus G plus XN, exportation moins importation. Donc, C plus I plus G. G, il est là. Donc, on augmente ça, on augmente G de 100, n'est-ce pas? Et donc, ce qui va arriver, c'est que la demande agrégée, il y a une hausse de demande agrégée de 100. OK? Alors là, on va supposer, donc là, ce n'est pas tout à fait le cas, okay, mais on va supposer que toute cette demande agrégée-là va en production concrète. C'est-à-dire que la hausse de demande devient vraiment de la production. Donc là, ouais, bon, bref, ça veut dire que la demande agrégée dans le cadre offre agrégée, demande agrégée, pour ceux qui connaissent ça, l'offre agrégée de court terme serait parfaitement horizontale, OK? Mais peu importe, OK? Donc, on va simplifier, puis on va dire que ça, c'est une hausse de revenus, finalement. Donc, la demande agrégée augmente. Et donc, puisque la demande augmente et que ça devient donc de la dépense, bien, ça devient un revenu pour quelqu'un. Donc, il y a une hausse de revenus équivalente, OK? Donc, de plus 100. Parce que la dépense de l'un est le revenu de l'autre, n'est-ce pas? La dépense de l'un est le revenu de l'autre. OK? Puisque le revenu est dépensé et épargné, bien, il y a une hausse de l'épargne d'un certain montant. Oups. Donc, d'un certain montant, on va dire de plus 30. Okay, donc, je vous donne 100 $ par exemple, et vous épargnez 30 $ et vous dépensez C. Ça pourrait être I aussi. Hein, si tu baisses les taxes, par exemple, aux investissements, aux entreprises, ça pourrait être une hausse de I. Mais là, je vais garder ça simple. On va supposer une hausse de dépenses de consommation de plus 70. Okay? Et donc là, bien, ça fait quoi? Ça fait que la demande agrégée augmente initialement de 100, parce qu'à cause de G. Donc ça, c'est des programmes d'infrastructure. Exemple, des routes. Okay? Donc le gouvernement dépense 100 milliards de dollars en infrastructures routières, les ponts, les aqueducs, etc. Donc, toutes ces dépenses-là deviennent des revenus pour les contracteurs qui font, les entreprises qui font ces projets-là, n'est-ce pas, qui sont embauchés pour faire ça. Et donc, pour les travailleurs. Et donc, tout ça, ça devient un revenu pour quelqu'un quelque part. Et donc, ça devient de la consommation et, bon, de l'épargne, mais ça, on va l'oublier pour le moment. Donc, de la consommation. Et donc, puisque la consommation augmente, puis on a C ici, bien, elle augmente. Donc, là, on a la demande agrégée qui augmente de plus 70. Je ne sais pas si vous remarquez, mais plus 70, c'est égal à 0,7 fois 100. Le 100 qui est le choc initial, là, okay? Donc le plus G, le plus 100. Donc,
Le 0,7 ici, on appelle ça la propension marginale à consommer ou la propension marginale à dépenser, peu importe. Okay? Donc, 70% de chaque dollar additionnel est dépensé. Et donc, on va prendre ça comme une base. Okay? Et donc, puisque ce 70-là est dépensé, ça devient un revenu pour quelqu'un. Oups! Et donc, puisque ça devient un revenu pour quelqu'un, bien nécessairement, il y a, encore une fois, hausse de revenu. Revenu de plus 70. Et là, ça va devenir quoi? Ça va devenir l'épargne. Bon, on va oublier l'épargne, OK, pour le moment. Et donc, ça va devenir une hausse de consommation. Donc, il y a 70% de 70 qui va être consommé, donc dépensé. Donc, une hausse de consommation de plus 49, 70% de 70. Et donc, la demande agrégée augmente de 49. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est égal à 0,7 fois 0,7 fois 100. Autrement dit, 0,7 au carré. Et donc, ça va continuer comme ça sans fin. Bien, pas sans fin, mais ça va continuer comme ça. Et donc, on a l'injection initiale de 100. Après ça, ça devient plus l'effet, il est ici. Je vais le mettre en rouge. Donc, on a le plus 100 au début. Okay. Après ça, on a le plus 70. Okay. Et donc, le plus 70, ça devient 0,7 fois 100, donc qui donne 70. Et après ça, on a une autre hausse de plus 49, qui est plus 0,7 fois 0,7 fois 100, et ainsi de suite. Et donc, en bout de ligne, ça va donner quoi? Ça va donner, je peux mettre le 100 en évidence. Ça donne 1 plus 0,7 plus 0,7 au carré, plus ainsi de suite. Et ça, je vous le dis, là, ça va donner ceci. 100 fois 1 sur 1 moins 0,7. Et le 0,7, c'est la propension marginale à consommer ou la propension marginale à dépenser. Et ça ici, on appelle ça le multiplicateur des dépenses publiques. Okay, donc, le multiplicateur, ici, dans ce cas-là, ce serait 3,33, je pense. Donc, autrement dit, en bout de ligne, tout ça va donner, tu as injecté 100 au début, et tu vas te retrouver avec 3,33 fois 100, donc 333 milliards de hausse de PIB total ou de demande agrégée totale. Bon, là, ça a l'air magique, là, mais évidemment, il y a de la dette dans tout ça, parce que le gouvernement, il emprunte pour dépenser tout ça, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de magie, là, tu ne peux pas faire ça sans fin, mais à court terme, il peut y avoir de la magie, on va dire. Ce multiplicateur-là fluctue dans le cycle. Donc, lorsque le PIB est très déprimé en bas du potentiel, il est plus élevé. Et généralement, lorsque le PIB est sur le potentiel ou même en haut du potentiel, il est beaucoup plus bas. Et donc, c'est moins, ça paye moins, ça a moins d'impact, on va dire, là, de faire des programmes de relance de ce genre-là lorsque l'économie va normalement, puis est sur le potentiel ou même en haut du potentiel. Okay? Donc, ça, c'est les programmes de relance de type hausse de G. J'aurais pu faire l'équivalent en baisse de taxes. Et donc, là, il y aurait eu une baisse de taxes qui aurait augmenté C initialement de certains chiffres, n'est-ce pas? Parce que les gens ont plus de revenus disponibles, donc ils dépensent plus, et ainsi de suite. OK? Mais c'est ça l'idée principale du multiplicateur des dépenses publiques lors d'un programme de relance. Okay?